What's Up, le podcast zéro émission, par Automobile Propre. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast What's Up par Automobile Propre. Un numéro encore un peu particulier aujourd'hui puisque à la place des actus de la semaine, je vais vous parler d'un essai que j'ai fait ces derniers jours, celui de la BYD Seal. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine avec Nelson, une start-up qui développe un logiciel d'aide à la transition vers les véhicules électriques pour les flottes d'entreprise. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 120 du 8 juin 2024. Bon alors, suite à l'interview publiée ici il y a quelques semaines, j'étais assez curieux d'essayer un modèle de la marque BYD. BYD France m'a donc proposé de me mettre à disposition une BYD Seal pendant quelques jours. Voici un petit bilan de cet essai, celui de la version design, à savoir la version propulsion de 312 chevaux. J'ai gardé la voiture une semaine et j'ai parcouru environ 350 km à son volant, en ville, en périurbain, sur route et sur autoroute. L'essai n'est évidemment pas complètement représentatif, mais il donne quand même une bonne idée des qualités et des défauts de cette voiture. Tout d'abord, une description rapide de la voiture. C'est une berline 4 portes, 5 places qui mesure 4,80 m de long, 1,87 m de large et 1,46 m de haut. C'est en gros le gabarit d'une Tesla Model 3, vous l'aurez compris, ou d'une BMW i4. Et ça tombe assez bien puisque cette voiture s'inscrit directement en concurrence avec ces deux modèles et que pendant cet essai, j'ai eu l'occasion aussi d'essayer la BMW i4 le week-end dernier. J'y reviendrai peut-être ultérieurement. Alors la voiture ressemble à une berline assez cossue, les lignes sont dynamiques. C'est une voiture qui est assez réussie, beaucoup de crayons de la part du designer, qui est un ancien designer de chez Audi, ce qui n'est pas totalement anodin. C'est une voiture qui présente une ligne assez tendue, avec des nervures sur le capot et sur les ailes, et puis des ouïes un petit peu dynamiques comme ça, qui rappellent plutôt des voitures assez haut de gamme et assez sportives. À l'intérieur, c'est une voiture qu'on peut qualifier de premium, voire luxe. Donc on retrouve un peu l'esprit des voitures chinoises et puis aussi des voitures électriques d'aujourd'hui, c'est-à-dire un look assez moderne avec un grand écran central et puis un écran face au volant, ce qui est différenciant par rapport à la Tesla Model 3 qui n'a pas d'écran derrière le volant, face au conducteur. Et puis des matériaux qui sont particulièrement soignés, des sièges très enveloppants et particulièrement confortables. J'y reviendrai. Côté technologie, eh bien, on a à peu près tout ce que l'on peut attendre sur ce type de voiture. Des aides à la conduite très complètes, un équipement pléthorique, que ce soit en termes de confort ou en termes de multimédia. Alors le confort, moi c'est ce qui m'a surtout marqué dans cette voiture. J'ai rarement conduit une voiture aussi agréable à conduire et aussi confortable. Les sièges sont confortable, je l'ai déjà dit, malgré tout ils vous maintiennent très très bien parce que c'est une voiture qui garde un petit caractère sportif quand même, étant donné la puissance et le couple de l'électrique avec ses 312 chevaux. Mais il n'y a pas que ça, la position de conduite est absolument parfaite et réglable évidemment dans tous les sens comme dans ce type de voiture. Le réglage du volant se fait en hauteur et en profondeur, par contre il n'est pas électrique, il est manuel, mécanique, mais vraiment c'est une voiture très confortable. La direction, le gros volant on a parfaitement le gros volant en main et surtout c'est une direction très directe et très très souple, beaucoup plus que sur la Tesla Model 3, ce qui lui confère vraiment un agrément de conduite qui est franchement que j'ai trouvé hors du commun. On sent très bien la voiture tout de suite, on a un très bon retour d'information de la route, on a un très beau toucher de route. C'est une propulsion donc elle peut être un petit peu joueuse, mais enfin moi j'ai pas eu l'occasion de m'en rendre compte puisque j'ai pas enlevé les assistances à la conduite. Côté performance, si on se met en mode sport, on sent bien les 312 chevaux et d'ailleurs sur le départ arrêté on est à 5 secondes 7 je crois, ce qui est tout à fait honorable. Évidemment on est très loin des 3 secondes 3 ou des 3 secondes 1 de la Tesla Model 3 Performance à laquelle je pouvais la comparer un petit peu, mais ce qui est étonnant c'est que finalement en dehors du départ arrêté j'ai l'impression qu'en termes de reprise on est pratiquement sur des performances équivalentes, c'est-à-dire qu'une fois que la voiture est lancée les reprises sont équivalentes. Il faut savoir que c'est une voiture qui est un peu plus lourde, une Tesla Model 3 Performance est aux alentours de 1850 kg
Là, on est plutôt sur 2 tonnes 2, donc il y a quand même une sacrée différence. Et encore, c'est la version 312 chevaux. La version 530 chevaux avec 2 moteurs est encore un peu plus lourde, donc il y a quand même une différence, mais en fait, on ne le sent pas du tout à l'usage et à la conduite. Et lors de ces petits périples que j'ai effectués lors de cette semaine, que ce soit en urbain, en périurbain ou sur route ou sur autoroute, ça a été vraiment un plaisir de conduite que j'ai rarement connu ces derniers temps au volant d'une voiture. Et j'ai pas peur de le dire, l'agrément de conduite est supérieur à celui de la Tesla Model 3. Elle a évidemment quelques manques et notamment pas de one pedal, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a une régénération au freinage qui est très faible et qu'on peut même directement carrément supprimer pour être en total roue libre, mais même quand elle est activée c'est très faible, donc on n'a pas de one pedal, on n'a pas de voiture qui s'arrête au lever de pédale. Alors franchement il a fallu que je me réhabitue un peu, mais ça m'a pas tant gêné que ça, et même à vrai dire quand j'ai pris la route et l'autoroute j'ai enlevé complètement la régénération comme je le fais souvent, et je me suis mis en roue libre totale. Il se trouve que j'étais dans une région un peu montagneuse avec beaucoup de descentes, ce qui m'a permis sur l'autoroute de descendre à des consommations mais qui sont absolument pas représentatives, hein, de moins de 11 kWh au 100 km pendant de longues distances, parce qu'en total roue libre, la voiture continue à rouler à 120-130 sans effort et sans rien consommer en fait. Alors d'ailleurs, j'ai fait un petit périple samedi de 157 km exactement, moitié route, moitié autoroute, avec 2 personnes à bord. Température extérieure entre 15 et 18 degrés. Et donc j'ai fait une consommation moyenne sur route de 15 kWh au 100. Il faut savoir que l'ordinateur de bord affiche en permanence la moyenne glissante de consommation des 50 derniers kilomètres. Donc ça permet d'avoir une idée assez précise. J'ai fait un cumul un peu à la louche, mais c'est l'idée. On est aux alentours de 15-16 kWh au 100 en mixte. Concernant l'autoroute, alors j'ai fait une consommation moyenne sur autoroute à 135-140 compteurs de 19 kWh au 100. Mais attention, je redescendais des régions, des contreforts du Jura vers Lyon, donc pas mal de descentes comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est pas forcément très représentatif sur une distance de moins de 100 km. Sur plat à 130, je pense qu'on peut tabler sur 20-22 kWh au 100 km, c'est ce que montre en tout cas la plupart des essais qui ont été faits. J'ai rechargé chez Tesla, donc sur un superchargeur V3 de 250 kW. En arrivant avec une batterie à 50%, la charge a débuté à 109 kW, mais donc c'est pas très élevé, hein. On sait que c'est un petit peu le point faible de cette voiture, puisqu'elle peut charger au maximum à 150 kW, mais que ceux qui l'ont essayé les ont rarement atteints. En revanche, j'ai été surpris par la courbe de recharge, car ça n'a pas bougé de 109 kW jusqu'à 60%, donc pendant pas mal de temps quand même. J'ai dû couper à 60%, j'ai pas pu aller à fond parce qu'on avait un impératif, il fallait qu'on rentre, mais j'aurais été curieux de voir combien de temps ça tenait sans bouger des 109 kW que j'avais dès le début de la recharge. Alors effectivement, c'est pas la recharge la plus rapide, mais si la courbe tient sur la durée, c'est peut-être pas pire finalement, surtout dans des cas d'usage comme les nôtres, hein, qui sont particuliers, mais dans lesquels on utilise assez peu la recharge rapide et assez rarement l'autoroute. Petit détail, j'ai été bluffé par la facilité de recharge chez Tesla. Comme je me suis séparé de ma Tesla récemment, j'avais désactivé mon compte et supprimé l'application. Là, j'ai simplement réinstallé l'application, créé un nouveau compte avec un mode de paiement avec ma Visa Société. Arrivé à la borne, j'ai juste eu à indiquer dans l'application le numéro de la borne parce que le superchargeur était déjà géolocalisé. J'ai branché et la charge a démarré immédiatement. Aussi simple qu'avec une Tesla, il faut juste sortir son téléphone et cliquer une fois sur l'application. De plus, ça m'a pas coûté trop cher puisque même sans abonnement, j'ai été à 0,39 € le kilowattheure avec donc la formule facturée à la recharge sans abonnement. Alors par contre, j'ai été obligé de me garer un peu à cheval sur 2 places parce que le port de charge sur la BYD Seal est à droite et non pas à gauche. Heureusement, il y avait plusieurs places de libre autour de moi. Alors c'est un petit road trip, hein, c'est pas forcément représentatif car j'ai pas roulé beaucoup, mais ça donne quand même une idée. Alors dans les points positifs, eh bien je l'ai dit, un confort assez impressionnant. Je crois que j'ai rarement conduit une voiture aussi douce à tous les points de vue, mais en même temps très réactive. Le châssis est la très bonne surprise, elle pèse 250 kg de plus que mon ex Model 3 Performance, mais elle paraît aussi léger. C'est vraiment un vélo à conduire, ça vire à plat comme une Model 3, c'est beaucoup plus silencieux qu'une Model 3, même si j'ai pas essayé les dernières versions de la Model 3 qui s'est beaucoup améliorée sur ce point de vue, mais là on est vraiment dans un silence de cathédrale, on n'a pas de bruit de roulement, on n'a pas de bruit aérodynamique, on n'a aucun bruit parasite, des performances sympas, ça accélère moins fort qu'une Model 3 Performance évidemment car c'est la version de base 312
312 chevaux, mais côté reprise, il n'y a pas de grosse différence. Ça m'étonnerait même pas que sur un 80-130, on soit pratiquement dans les mêmes chiffres, ce qui est finalement l'usage le plus courant. L'autonomie qui me paraît vraiment meilleure que celle de la Model 3 Performance. Je pense que sur route, on fait à l'aise 450-500 km. Une ligne très réussie, dynamique, équilibrée et qui évoque la qualité. Donc moi j'ai vraiment considéré que c'était une grande routière qui donne envie de partir loin à son bord. On a envie de partir et de faire de la route avec cette voiture. Dans les points négatifs, une recharge lente. L'ergonomie de certaines fonctions de l'écran qui est définitivement pas terrible, hein, plein de petits trucs énervants, obligé de se taper 3 clics et plusieurs couches de menu pour aller simplement chercher un truc basique, comme par exemple enregistrer sa position de siège, c'est très pénible. Les aides à la conduite omniprésentes qui rendent fou au bout de 5 minutes, ça bip dans tous les sens non-stop sans fournir aucune indication à l'écran, donc ça bip mais on ne sait pas pourquoi ça bip. Du coup on désactive tout, peut-être un peu au détriment de la sécurité à chaque fois qu'on rentre dans la voiture. Et c'est ça le pire, c'est qu'il faut le faire à chaque fois puisque la voiture ne garde pas les modes en mémoire et c'est facilement entre 5 et 10 clics à chaque fois, donc c'est totalement absurde et insupportable. Dans les petits bugs, j'ai aussi noté l'impossibilité de me loguer à mon compte Spotify, un bug sur l'interface utilisateur qui ne permet pas de rentrer le mot de passe. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bilan général plutôt positif. C'est une voiture qui est agréable à conduire, nerveuse, précise, confortable, un intérieur hyper accueillant, les qualités routières sont bluffantes. Côté techno, il y a tout, mais c'est, il faut le dire, un peu le bazar. Il faudrait revoir un peu l'ergonomie générale de l'écran. Bref, malgré quelques défauts, j'ai adoré. Et alors, j'avais fait mention tout à l'heure de la BMW i4. J'ai aussi essayé la BMW i4 ces derniers jours, la version 340 chevaux e-drive 40, qui m'a un peu déçu sur plusieurs points et à bord de laquelle je n'ai pas retrouvé le plaisir de conduire et le confort de la BYD. Voilà, bref, des défauts qui ne seront peut-être pas bloquants pour de nombreux clients, car compensés par le plaisir d'être à son volant. Après, il reste la question de la réticence ou de la question un peu politique d'acquérir une voiture de marque chinoise. Dans les défauts aussi, oui, j'ai noté un peu moins de place pour les bagages et puis dans le coffre avant qui a quand même l'avantage d'exister contrairement à la BMW i4. Et puis un coffre donc avant et arrière un peu plus petit que dans la Model 3. Alors c'est pas forcément bloquant ou c'est pas forcément un problème en voyage ou en week-end, surtout quand on est deux. Ça peut être plus gênant quand on doit transporter des trucs un peu encombrants du type quand on va chez Casto ou chez Ikea par exemple. Voilà pour cet essai en version audio de la BYD Seal Design 312 chevaux. Une impression générale assez positive, une voiture de qualité, après avec ses défauts que l'on connaît, notamment sur le temps de recharge, sur la puissance de recharge et sur les courbes de recharge. L'interview de la semaine. Nelson est une jeune start-up qui développe un logiciel et une plateforme d'aide à la transition vers les voitures électriques pour les flottes d'entreprises qui s'appuie sur l'agrégation de data, de données. Pour en parler, je reçois Alfred Richard, cofondateur et CEO de Nelson. Bonjour Alfred Richard, bienvenue. Bonjour Eric, merci de nous accueillir. Vous êtes cofondateur et CEO de Nelson, une start-up française qui développe un logiciel d'aide à la transition vers le véhicule électrique. Pouvez-vous nous présenter Nelson en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Effectivement, Nelson, c'est une aventure qu'on a commencée il y a 2 ans avec comme objectif de prouver à toutes les moyennes et grandes flottes automobiles que cette électrification était bien une opportunité et non une menace. Parce qu'aujourd'hui, elles avancent un peu à marche forcée, voire trop doucement par rapport aux enjeux de décarbonation associés. Un passage à l'électrique qui est complexe, qui est contraignant pour l'activité métier et qui est difficile à appréhender côté coût. Parce qu'il y a des enjeux qui peuvent exploser, il y a des contraintes métiers importantes quand on est technicien ou commercial et qu'on se déplace en permanence sur le terrain. Et donc, c'est pour éviter l'explosion des coûts, garantir le maintien de l'activité et faire et faciliter l'appréhension de cette nouvelle écosystème de recharge qu'on a créé Nelson. Donc Nelson, c'est un logiciel d'aide à la décision basé sur l'agrégation de données pour permettre aux entreprises de planifier, déployer et opérer la meilleure stratégie d'électrification pour leur flotte automobile. Alors j'ai une petite question préalable, la signification du nom Nelson, parce que c'est original, il y a une référence, il y a un rapport avec l'amiral ? Il y a une référence. Je vois que vous êtes renseigné sur le lien à l'amiral. En fait, effectivement,
On est une start-up française créée par des ingénieurs, mais on a nommé Nelson derrière et après l'amiral Nelson, puisque c'est lui qui a innové dans la gestion de flotte traditionnelle. Pour nous, c'est les galions, c'est les armadas, c'est les batailles navales. Et avec une flotte beaucoup plus petite et beaucoup plus dynamique, il a innové, il a su disrupter un peu ce qu'on peut faire dans le paysage des flottes. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on a derrière tout ce qu'on veut faire aujourd'hui et la création de notre nouveau positionnement. Alors le logiciel que vous avez développé, vous êtes parti de zéro, c'est un déploiement maison, hein, c'est un logiciel propriétaire, on va dire. Et comment ça fonctionne exactement? Vous agrégez les données des clients chez qui vous allez pour leur sortir un état des lieux de leur flotte et de leur consommation, de leur coût d'utilisation, etc. Ouais, c'est à peu près ça. Pour commencer, effectivement, toute la tech et tous les algorithmes qu'on développe sont déployés en interne parce qu'il fallait qu'on mouille le maillot, il fallait qu'on fasse aussi nous-mêmes des choses parce qu'on était assez frustrés par ce qui existait en termes de valorisation de données, en termes de proposition de valeur sur ces sujets-là, alors que le point clé pour résoudre et pour passer à l'échelle ces enjeux d'électrification, il est clairement sur la connaissance des usages. Aujourd'hui, une flotte, elle a du mal à savoir combien de fois dans l'année chacun de ces Robert conducteurs a dépassé les 248 km en une journée. Il y a des solutions qui permettent d'avoir des informations détaillées, comme la télématique, qui permet d'avoir des données précises sur chacun des véhicules. Pour autant, il y a une très faible partie des flottes qui est équipée de télématique aujourd'hui. Donc nous, on a voulu répondre à ces enjeux-là en permettant aux entreprises de cartographier leurs usages de manière très fine, sans avoir de solutions intrusives, donc pour adresser l'ensemble des flottes qui ont besoin de ces informations-là. Si on n'a pas l'information quotidienne, on ne peut pas réfléchir à l'électrocompatibilité d'un conducteur. Donc si le point de départ, c'est l'usage, il fallait que nous, on cartographie ces usages. Et donc c'est comme ça qu'on est venu agréger tout un tas de données issues de la gestion de flotte, issues des opérations techniques, issues de la télématique quand elle est existante. En fait, l'idée pour nous, c'est de reconstruire la flotte telle qu'elle est aujourd'hui en thermique pour prioriser les décisions et envisager son futur à l'électrique. Donc, on se connecte aux outils existants, on fait des extractions. Le gros du travail chez Nelson, il est dans le process de la donnée et toute l'architecture de la data qu'on construit. Et c'est beaucoup de travail pour nous. Donc en fait, vous récupérez les données chez les clients. Alors c'est des données qui proviennent effectivement de nombreuses sources. Hein. C'est j'imagine le nombre de kilomètres parcourus, les réseaux utilisés, enfin toute une cartographie comme ça. Et vous, après votre travail, et c'est le rôle du logiciel et de votre plateforme, c'est d'agréger ces données et de les exploiter pour en sortir un tableau de bord qui va dire à vos clients, voilà comment vous utilisez votre flotte et voilà comment vous pourriez l'électrifier de la meilleure façon. C'est correct, c'est ça l'idée. Deux types de données, les données flotte client et les données recharge. Les données recharge, on va très loin. Borne sur site, borne à domicile, borne en itinérance, cartographie, puissance, prix. En fait, il faut vraiment réussir à reconstruire l'emploi du temps de recharge de demain de chacun des conducteurs. Parce qu'on va pas avoir une solution unique et une seule manière de se recharger. Il faut réussir à combiner les différentes options. Et ça, c'est essentiel pour construire une stratégie d'électrification qui est pérenne. Donc oui, on va donner cette vue d'ensemble du potentiel d'électrification d'une flotte. Et ça, en fait, pour nous, c'est juste la première brique pour accompagner à la planification. Si on veut apporter un soutien stratégique, il faut donner cette vue d'ensemble. Mais si on veut que ce soutien, il bascule dans un soutien tactique, et il faut avoir un soutien tactique parce que cette transition, elle va durer. Les flottes, elles vont avoir des renouvellements de véhicules progressifs. Elles ont 3 ou 4 vagues par an, et sur les 5 prochaines années, elles vont devoir induire et ajouter des véhicules électriques dans ces commandes. Et donc nous, on offre cet appui dynamique, on met à jour nos scénarios, on met à jour les stratégies de recharge qui sont possibles, et on veut être présent avec le logiciel pour toute la partie conduite du changement, c'est-à-dire faciliter la communication entre les gestionnaires de flotte, entre les directeurs opérationnels, entre les chefs d'équipe, entre les conducteurs, entre les directions environnementales. Donc il y a aussi cette plateforme de plaque tournante pour faciliter les liens et la communication, et c'est clairement ce qu'on apporte avec les informations individualisées disponibles sur la plateforme à jour. Quelle est votre cible? C'est les grands groupes, plutôt les PME, les ETI, un peu tout? Ou est-ce que vous ciblez particulièrement une catégorie? Aujourd'hui, on veut remplir notre mission, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de passer à l'échelle leurs enjeux d'électrification. Donc on va viser toutes les flottes qui ont commencé à attaquer les quelques cas les plus simples, qui ont trouvé des premiers rouleurs. Donc ce que j'entends par là, c'est finalement des flottes qui ont déjà mûri une conviction sur le fait que l'électrique était la solution pour décarboner leur activité, en tout cas pour ce qui est de la mobilité dans leur entreprise. Donc on va essayer quand même de travailler avec les flottes qui sont
un peu plus mûrs que les autres. Pour autant, il y a quand même une inertie qui est très ralentie. En termes de taille de flotte, cela implique que assez naturellement, ce sont les grosses entreprises qui ont entrepris les premiers sujets. Donc oui, nos cibles depuis le début, ce sont des gros parcs avec au moins 500 véhicules en parc. Donc ça réduit déjà le nombre de cibles potentielles. Et là, compte tenu de l'évolution des choses et du fait qu'il y a une maturité qui monte, que le sujet revient, qu'il y a des évolutions réglementaires, on commence également à aller chercher des flottes moyennes, donc entre 200 et 800 véhicules également. En revanche, c'est clair que 80% des flottes ont moins de 10 véhicules dans leur parc, et ces flottes-là, elles vont appréhender leur transition de manière un peu différente. Pour autant, il y a quand même 3500 entreprises qui ont plus de 100 véhicules en parc, et donc ça veut dire qu'il y a un gros volume de véhicules à aller chercher, et c'est plusieurs millions de véhicules. Donc oui, les grosses entreprises, au moins 200 véhicules, et celles pour lesquelles la flotte représente une part importante du bilan carbone. Vous travaillez avec des entreprises qui ont déjà une certaine maturité dans le domaine, qui ont commencé. Ça veut dire que vous vous attaquez uniquement à des entreprises qui ont déjà une partie de leur parc électrifié, ne serait-ce que quelques voitures? Alors oui, mais en fait, l'idée, c'est aussi ceux qui ont compris que il fallait absolument qu'ils aillent décarboner leur activité en ce sens. En fait, avoir deux directeurs ou un COMEX qui est passé à l'électrique, c'est un bon filtre parce que ça montre déjà une volonté du leadership dans l'entreprise de montrer l'exemple. Et si on est prêt à montrer l'exemple, on considère, nous, que c'est un ADN qui peut plus facilement déployer les choses à l'échelle, parce que ce serait dommage d'obliger ces techniciens de passer à l'électrique, mais de pas avoir montré l'exemple soi-même, alors qu'on est sédentaire et qu'on parcourt 40 km par jour. Donc nous, ça nous paraît très important pour nous pour envisager une transition pérenne. On va également tout de même s'adresser à des flottes qui ont très peu commencé. En fait, pour nous, une entreprise qui a moins de 3% de véhicules électriques, elle n'a pas encore touché du tout aux enjeux du passage à l'électrique de sa flotte. En fait, c'est pas parce qu'on a 5 véhicules électriques qu'on a compris les enjeux d'efficacité opérationnelle, les enjeux économiques, les enjeux d'investissement CAPEX pour les infrastructures de recharge. En fait, tant qu'on n'a pas tapé dans les cas durs, et il y a très peu de flottes qui l'ont fait, Enedis en est un exemple, et bien tant qu'on n'a pas touché à ça, on n'a pas encore touché vraiment du doigt ce qu'est le vrai enjeu et la vraie complexité de cette transition, notamment pour s'y retrouver économiquement parlant. Est-ce que vous avez eu des clients déjà qui étaient 100% thermiques, je parle de thermiques, éventuellement quelques hybrides, avec lesquels vous avez commencé à travailler, et dans ce cas-là, comment vous faites pour transposer les données du thermique vers l'électrique? Oui, évidemment, en fait, la majorité des cas, on a souvent quand même 95% de la flotte qui est thermique et on va s'occuper de cette part-là. Donc, pour transposer les cas, notre objectif, nous, c'est de reconstituer les usages tels qu'ils sont aujourd'hui au thermique et de faire comme si, donc c'est ce qu'on appelle construire des jumeaux numériques ou faire de la simulation, faire comme si le véhicule était à l'électrique avec les contraintes individuelles. Donc pour chaque segment de la population, qu'on soit en véhicule particulier, en véhicule utilitaire, dans telle région, dans telle contrainte, dans tel site, on va définir les critères de recharge de chacun des segments. Donc par exemple les véhicules particuliers, c'est que de la solution à domicile ou en itinérance avec telle solution de recharge en itinérance. Les véhicules de service, c'est que de la borne sur site avec des recharges autorisées à moins de 100 mètres de ces interventions. On va simuler cela et on va nous-mêmes automatiquement trouver les conducteurs qui peuvent valider ces usages-là. Et donc ça nous permet derrière de très bien préparer la suite parce qu'on sait pourquoi Robert est passé à l'électrique, on envisage quel va être le comportement de Robert, donc on est capable de lui dire comment va être sa vie demain et dans les faits, derrière, de la constater quand il s'agit de suivre son véhicule électrique. Donc oui, l'idée c'est de imaginer que la flotte soit à l'électrique et c'est le cas de 97% des véhicules en entreprise aujourd'hui. Comment vous arrivez à tracer ou à traquer les collaborateurs qui rechargent à domicile? Vous avez un système, vous avez un software, un hardware qui est installé sur la borne chez eux, ou c'est du déclaratif? Nous, pour le moment, en fait, on n'en est pas encore là, dans le sens où, comme ce qu'on fait, c'est déjà permettre de passer à l'échelle les thermiques vers l'électrique, on va quand même continuer à passer du temps à trouver les prochaines cibles pour être sûr qu'il y ait toujours un taux de renouvellement qui soit pertinent dans le passage à l'électrique, donc toujours sur cette flotte de thermique qui est l'immense majorité du parc. Ensuite, les services qu'on doit rendre sur les véhicules électriques, c'est ce qu'on est en train de développer et c'est clairement la suite logique de notre aventure chez Nelson, c'est qu'est-ce qu'on fait pour gérer les flottes et les recharges des véhicules électriques en parc pour donner une vue d'ensemble cohérente de l'ensemble des recharges qui sont réalisées
par la flotte. Et oui, très bon point, effectivement, la recharge à domicile, elle est beaucoup plus compliquée à piloter et à suivre que la recharge sur site et en itinérance. Il y a plusieurs cas d'usage, qu'on ait une place nominative ou pas. Donc la bonne solution et celle qui peut être la plus pertinente, c'est éventuellement de remonter les données natives du véhicule électrique pour avoir les informations kilowattheure. Et si on veut les informations tarifaires, il nous faut les informations des contrats d'électricité, éventuellement des collaborateurs, ou la décision de l'employeur du remboursement mensuel qu'il a prévu de réaliser. Aujourd'hui, c'est pas encore stabilisé cet écosystème pour à la fois le remboursement, à la fois le suivi des recharges à domicile. Donc c'est quelque chose qu'on doit essayer de superviser. Et vu la multiplicité des prestataires, nous on a cette vocation de venir s'insérer aussi comme un intermédiaire qui peut construire un peu ce système d'information qui permet d'intermédier toutes les données qui peuvent transiter. Et ça, c'est un projet qui est en cours de construction et qui est la suite logique de notre aventure compte tenu de notre travail en amont. Alors vous stockez, vous agrégez énormément de données, tous azimuts. Elles sont stockées où? Vous avez vos propres serveurs en France ou vous travaillez avec des entreprises de cloud en Europe ou ailleurs? Nous, on travaille évidemment pas avec nos propres serveurs. Ça y est, on est clairement toutes les entreprises tech aujourd'hui se reposent sur les grands acteurs du cloud pour opérer leurs services à moindre coût et de manière un peu plus transversale. Donc ça nous permet de aussi travailler à l'international de cette manière-là. En revanche, évidemment, on travaille uniquement avec des hébergeurs de cloud en Europe. Ça, ce sont les règles de la RGPD qui nous l'imposent. Et donc on travaille nous avec un provider de cloud bien connu. Et c'est avec eux qu'on opère la majorité de nos services et le volume de données augmente. Nous, on est déjà à près de 400 millions de kilomètres analysés sur Nelson. Ça fait un paquet de data points à reconstituer, mais c'est pour le plaisir de nos équipes techniques. Est-ce que vous avez un rôle aussi pour convaincre des entreprises qui sont un petit peu réticentes à passer à l'électrique? Il doit y en avoir encore, non? Et est-ce que vous sentez un petit peu que vous avez une mission comme ça d'évangélisation ou vous êtes purement dans quelque chose de plus direct et plus business? En fait, nous, si on a créé Nelson, c'est clairement pour faciliter et encourager cette transition. Donc, on va pas simplement s'arrêter à faire un dashboard d'analyse de données. Notre mission, elle est pas là. Notre mission, elle est d'électrifier des flottes parce que c'est comme ça qu'elles peuvent décarboner leur activité de manière assez nette. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, aujourd'hui, on est obligé de faire des choses et on le fait évidemment parce que ça fait partie de notre proposition de valeur. On fait des choses en dehors de notre produit. C'est ce qu'on appelle dans une boîte tech tout le customer success, qui est l'accompagnement des clients et la conduite du changement. La conduite du changement, c'est un élément essentiel aujourd'hui au sein des flottes pour envisager les bonnes décisions, pour communiquer avec les conducteurs. Ça nous arrive d'organiser des webinaires avec des conducteurs, d'être à disposition, de communiquer directement au sein des flottes, d'organiser des événements avec eux. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été invité à témoigner à l'ensemble des conducteurs d'un limbo pharmaceutique sur les enjeux de la transition énergétique et les raisons pour lesquelles la car policy allait s'enclencher vers du véhicule électrique. C'est clair que on doit mouiller la chemise et en fait, c'est ça aussi qui nous fait plaisir dans notre aventure entrepreneuriale. C'est beaucoup plus tangible que des éléments de data. Et la rationalisation est importante, mais la conduite du changement est d'autant plus essentielle quand on change des usages sur un enjeu comme celui de la transition. Et si on veut bouger des lignes et permettre des décisions un peu plus rapides, notamment en travaillant avec les grands groupes, on se doit de passer du temps humain avec eux. Donc évidemment, on s'adosse sur notre plateforme, mais on a tout un ensemble de services supplémentaires. Donc pédagogie, acculturation, et vous pourriez presque même faire un peu de formation chez vos clients en amont pour les sensibiliser au passage à l'électrique. Tout à fait. Et en plus, on remarque que c'est globalement la même chose à faire à chaque fois. Donc en fait, il y a aussi quelque chose d'assez réplicable dans ces modèles-là. Donc évidemment, plus on remplit notre mission, plus on sera content. Quand vous avez cartographié l'ensemble des besoins et des usages d'une entreprise avec sa flotte automobile, vous allez donc faire des préconisations. Est-ce qu'il vous arrive de leur proposer de l'hybride ou est-ce que vous êtes résolument vraiment sur le 100% électrique? Quand on regarde aujourd'hui les rapports de la Commission européenne sur l'usage réel des hybrides rechargeables en émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, on remarque que même si on a beau être hybride compatible, on ne pourra pas forcément changer le comportement humain.
On annonce plus de 200% d'émissions réelles par rapport aux émissions théoriques des hybrides rechargeables. Donc, dans cette volonté de pérennité de cette démarche de décarbonation, nous, on travaille principalement sur le 100% électrique. Ça n'empêche d'avoir quelques cas exceptionnels ou des flottes qui continuent de référencer l'hybride, qu'il soit rechargeable ou non. Nous, on va juste mettre le doigt sur qui est compatible et on peut même mettre le doigt sur quelqu'un qui a l'hybride rechargeable aujourd'hui qui devrait être au 100% électrique demain. Dans l'ADN de notre solution, rien ne change, mais dans la cohérence de l'enjeu de décarbonation, il n'y a aucun débat. Donc autant encourager dès maintenant le 100% électrique plutôt que de faire passer ceux qui n'ont rien bougé par une phase transitoire qu'on aurait pu éviter. Comment vous déterminez qu'un collaborateur d'entreprise est électrocompatible? C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine que vous avez une granularité des données qui fait que vous pouvez avoir une cartographie de l'entreprise d'une façon générale, mais aussi par collaborateur, c'est ça? Ouais, tout l'objectif de notre approche, c'est d'individualiser ce potentiel ou ce taux d'éligibilité à l'électrique. Pour définir qu'un collaborateur est électrocompatible, on le décline à 2 niveaux. Le premier, c'est d'avoir des usages, donc au sens du comportement actuel du véhicule. Et les usages, c'est les distances parcourues, c'est les emplacements géographiques de déplacement, c'est le nombre de pics d'usage. Aujourd'hui, une flotte, elle va décider qu'un conducteur est éligible s'il parcourt moins de 25 000 km par an. Nelson va considérer qu'un conducteur est éligible s'il ne dépasse jamais les 240 km en une journée ou qu'il le fait moins d'une fois toutes les 3 semaines. En fait, on descend jusqu'à ce niveau de détail dans l'analyse des usages sans avoir besoin de traquer le conducteur. Ça, c'est le niveau d'éligibilité. Et ensuite, on passe d'être éligible à électrocompatible si on est également en mesure d'adopter une stratégie de recharge cohérente par rapport aux contraintes de l'employeur. Donc, par exemple, pour une flotte, ça va être recharge à domicile pour ceux qui peuvent ou recharge sur site. Pour une autre, ça va être recharge sur site ou recharge en itinérance uniquement à la pause du déjeuner. Pour une autre, ça va être recharge sur site, mais seulement si c'est à moins de 200 mètres d'une intervention et si on a une durée de recharge qui fait plus de 45 minutes. Nous, on est capable de tout cartographier, d'envisager toute stratégie de recharge pour n'importe quel segment. Et donc, à la fin, de dire Robert est électrocompatible, Tanguy ne l'est pas, pour telle raison, mais ça peut ne pas être les mêmes du tout. Et on fait tout ça de manière complètement automatisée. Alors la recharge, justement, c'est l'enjeu, hein, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de coût, il y a des enjeux de temps, de durée. On peut recharger sur une borne haute tension haut débit sur l'autoroute, mais on peut aussi recharger chez soi. Et les tarifs, on sait que les tarifs vont du simple au quintuple parfois. Ça induit que vous ayez vous des partenariats, que vous ayez des préconisations de façon à dire dans votre préconisation, ce collaborateur devrait plutôt recharger à domicile parce qu'il en a la possibilité, ou aller plutôt chez tel réseau que chez tel réseau parce que le kilowattheure est un peu moins cher. Vous avez ce type de préconisation et du coup, est-ce que vous tissez des partenariats avec différents prestataires de recharge? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le gestionnaire de flotte, dans sa mesure et son contrôle du total cost of ownership, de son TCO, il doit à tout prix réussir à budgétiser correctement le kilowattheure. Et c'est clairement là qu'on peut l'aider, parce que comme on a la connaissance des usages, on a la connaissance du mix de recharge de demain de chacun des conducteurs, et donc une très bonne connaissance du nombre de fois où il va se recharger éventuellement à 75 centimes et du nombre de fois où ce sera à 18 centimes. Donc ce qui est clair, c'est que nous, on arrive à modéliser et arriver à une estimation très précise du coût énergétique de la flotte de demain, donc du coût au kilowattheure estimé de l'ensemble des prochains conducteurs qui vont passer à l'électrique. Ça, c'est le premier niveau en amont. En aval, derrière, évidemment, quand on est dans le TCO réel, donc dans l'opération et la gestion des véhicules électriques qui sont à la flotte, le boulot qu'il faut réussir à offrir, il est clairement d'arriver à optimiser et contrôler les coûts d'électricité, soit en améliorant le dimensionnement des infrastructures sur site, donc ça c'est des coûts one shot, des coûts capex, et sur les coûts du quotidien de la recharge, nous on est capable d'identifier quand une recharge en itinérance a été trop grosse, quand une recharge sur site aurait dû être plus importante, quand il y a eu des voitures ventouses, quand la recharge de domicile elle est mal utilisée, quand le véhicule est rapporté avec trop d'autonomie le soir même, ça c'est des exemples assez concrets. Donc oui, on peut trouver des moyens de modifier les comportements individuels des conducteurs, et souvent ça a un plus gros impact que de négocier un tarif plus pertinent sur la borne en itinérance. Donc on commence plutôt par ces éléments-là, parce que ça nous demande un peu moins de travail avec tout l'écosystème, et on est en train d'avancer, évidemment, dans la construction d'une architecture de réseau de recharge qui serait tout à fait pertinente pour les flottes de professionnels, en travaillant avec tel réseau plutôt qu'un autre, en négociant des tarifs. C'est ce vers quoi on veut aller pour offrir une solution avec un coût au kilowattheure qui est tout à fait cohérent par rapport aux usages des flottes.
Mais du coup, c'est dépendant aussi d'un paramètre dont on parle peu, c'est le modèle de voiture, non? Parce que vous avez des voitures qui sont plus efficientes, vous avez des voitures qui chargent plus vite, vous avez des voitures qui ont une grosse batterie et qui ont donc une autonomie plus importante, mais qui chargent moins vite. Vous allez jusque là, c'est-à-dire vous arrivez à dire à tel collaborateur, eh ben il lui faudrait plutôt, je sais pas, une Tesla Model 3, et à celui-ci il lui faudrait plutôt une Volkswagen ID7 voilà, ou une autre voiture. Vous arrivez à ce niveau de détail? En fait, nous, notre volonté dans cette transition et notre positionnement, il n'est pas forcément de vendre des voitures, de financer des voitures, de vendre des bornes, d'installer les bornes, de choisir les prestataires. Nous, on veut rester un acteur neutre qui est là pour améliorer la gestion de la mobilité de la flotte et l'accompagner de manière dynamique dans sa transition. Si effectivement c'est tel modèle de véhicule qui est le plus pertinent pour la flotte, on pourrait aller jusqu'à le recommander. Pour autant, quand il s'agit des grandes flottes, elles ont des accords constructeurs, elles ont des remises de volume, elles ont déjà défini leur catalogue. Et donc là où on a le plus de valeur, pour les flottes qui sont bien avancées ou qui ont du volume, et encore il y en a peu qui sont bien avancées, ce n'est pas nécessairement dans la définition des modèles de véhicules à avoir. C'est plutôt dans l'attribution de ces véhicules et dans la communication avec le conducteur. Donc oui, on peut faire quelques recommandations, on peut configurer son catalogue et sa car policy directement avec Nelson pour montrer au conducteur ce que va être son véhicule demain. Mais en fait, on n'a pas forcément le plus de valeur là-dedans et on a envie de garder cette neutralité parce que derrière, forcément, on pourrait être vu d'un œil intéressant pour les constructeurs et c'est pas forcément l'ADN qu'on veut avoir. Donc on fait des recommandations quand on considère qu'elles sont justes, notamment par exemple pour réduire la taille d'un véhicule utilitaire dans une flotte par rapport à ses usages réels. Ça, c'est clairement des démarches qui sont tout à fait pérennes. Et après, c'est au chef d'entreprise ou au responsable de flotte de choisir en fonction de toutes les données que vous leur avez fournies. Et d'ailleurs, est-ce que vous sentez que le métier enfin, je sais pas, vous avez peut-être pas assez de recul, mais le métier de responsable de flotte est en train d'évoluer ou de se transformer avec l'arrivée de l'électrique? Ça devient plus complexe, plus technique? Ça devient différent et en fait, au-delà de la complexité, ça demande d'aborder une nouvelle posture de leadership un petit peu parce que les gestionnaires de flotte sont maintenant beaucoup plus impliqués dans des sujets un peu plus stratégiques pour l'entreprise parce que ces contraintes d'autonomie et de recharge sont directement liées à l'activité métier. Parce que nous, aujourd'hui, les flottes qu'on va adresser, ce ne sont pas des véhicules statutaires ou des cadres dans des entreprises. C'est vraiment un véhicule qui est un outil de travail et qui est nécessaire pour l'activité. À partir du moment où il est cœur dans l'activité business de l'entreprise et que le kilowattheure et la vie à l'électrique peut impliquer certains risques opérationnels, et ben le gestionnaire de flotte, il va avoir un rôle très différent dans à la fois la stratégie de décarbonation et à la fois la performance opérationnelle de sa flotte. Donc il se doit de monter en expertise sur le sujet, de comprendre vraiment la différence entre un kilowatt et un kilowattheure. Rien que ça, c'est quand même pas évident et c'est très essentiel de bien maîtriser tout ça. Donc oui, notre objectif, il est de les accompagner en ce sens. Et j'ai l'impression que ça a évolué. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est là, qu'on rencontre des gens, qu'on voit les organisations évoluer, des groupes de travail se mettre en place. C'est un écosystème dans lequel il y a beaucoup de partage entre pairs. Et donc ça, j'ai l'impression que ça permet une montée en compétences rapide, à voir ce qu'il en est pour les flottes un peu plus petites qui ont moins de ressources internes pour structurer leur gestion de flotte, et encore moins pour appréhender la différence de négociation avec les leasers sur les véhicules électriques et tous les autres sujets. En 2 mots, comment mesurez-vous vos résultats? Si on veut parler de KPI par exemple, comment est-ce que c'est le taux de conversion d'une flotte à l'électrique ou d'autres paramètres? Au même titre que la loi mesure le taux de renouvellement à l'électrique dans une flotte parmi les renouvellements de l'année, nous on va mesurer sur chaque vague de renouvellement à l'électrique les résultats qu'on arrive à apporter. D'accord. Ensuite, on va aussi essayer de mesurer la satisfaction des conducteurs et leur élan à aller vers le véhicule électrique. Et un autre KPI qui est important pour nous, c'est le nombre de véhicules sous gestion qu'on a. Et là, c'est au sens la flotte totale du nombre de véhicules thermiques, parce que ça nous permet de mesurer le potentiel de passage à l'électrique total de ce qu'on est en train de mesurer. Et donc derrière, l'impact carbone qu'on pourrait avoir en ayant une approche partenariale avec tous nos clients. Sans forcément le nommer, mais quel est votre plus gros client en termes de nombre de voitures sous gestion pour vous? Ou quel est le nombre de voitures sous gestion que vous avez chez ce plus gros client? Nous, on a des flottes pour lesquelles on a presque 4000 véhicules d'un coup dans leur flotte.
donc avec des grosses activités en itinérance. Et ça, c'est uniquement la flotte en France, et on commence à aller regarder leurs entités ailleurs en Europe, parce qu'en fait, le problème à résoudre est le même. Je prends l'exemple d'une flotte avec laquelle on travaille beaucoup depuis le début, Kone, les ascensoristes. On travaille dans 7 pays avec eux pour les accompagner dans leur stratégie d'électrification, donc ça fait un certain nombre de véhicules. Et ensuite, on a presque 20 000 véhicules sous gestion au total, une quinzaine de flottes, et certains parcs pour lesquels on travaille sur une entité avant de réfléchir à un passage à l'échelle. Donc on peut avoir 1000 véhicules parmi 9000 ou 1000 véhicules parmi 14 000. Donc on est vraiment sur des volumes conséquents, et c'est tant mieux. Vous avez levé 1,2 million €, je crois, en courant 2023. Est-ce qu'il est prévu une prochaine levée? Autrement dit, est-ce que vous avez besoin de fonds pour vous déployer plus vite, ou est-ce que maintenant vous avez déjà un rythme de croisière qui ne nécessite pas d'avoir d'autres investisseurs? Quand on monte son entreprise, on lève des fonds, non pas juste pour lever des fonds et réussir ce sujet de la levée de fonds, c'est clairement pour atteindre des objectifs. Là, on est en train d'atteindre nos premiers objectifs, qui sont de comprendre le modèle sur lequel on veut aller, bien être clair sur la valeur ajoutée qu'on a pour des flottes, construire des premières références, avoir un premier produit qui tourne bien. Demain, vu qu'on veut clairement aller développer des nouveaux services, travailler sur les véhicules électriques et prendre de l'ampleur sur davantage de clients, il va nous falloir du soutien supplémentaire, parce qu'on construit une entreprise qui a un modèle qui a une forte ambition et qui peut gagner en rentabilité sur le volume avec cet ADN software. Je peux pas vous dire maintenant quels sont nos prochains projets de levée de fonds, mais ce qui est clair, c'est que vu notre ambition et vu la vitesse à laquelle on veut avancer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se développent, et puis surtout du véhicule électrique qui avance, donc plein de flottes qui ont besoin d'accompagnement, eh bien on va clairement continuer à avancer. Vous êtes combien actuellement dans la boîte? On est une petite quinzaine aujourd'hui chez Nelson. Très bien, merci beaucoup Alfred Richard. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Nelson, une start-up française qui développe un logiciel d'aide à la transition vers le véhicule électrique. Merci. Merci beaucoup Eric pour cette discussion. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!